Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Nous sommes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nos invités, Komlan Pogli, secrétaire général du MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Il est également porte-parole de la communauté togolaise ici en Suisse. En ligne depuis les États-Unis, nous avons également Aferi Johnson qui nous accompagne. Eh bien, Komlan Pogli, vous avez écouté tout à l'heure Nabouja qui dit le peuple togolais ne baisse pas les bras. Et face à cette situation, face à cette crise, que comprendre alors de l'annonce de l'arrivée prochaine de 5 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine pour tenter de régler la crise, Rodrigue Pogli? Cela, pour moi, s'appelle tout simplement logique de système. C'est-à-dire? Ça veut dire simplement que lorsque, dans un système, un membre est en difficulté, les autres maillons lui prêtent assistance et secours. Là, vous voulez dire que il y a, entre guillemets, un syndicat de chefs d'État qui vient au secours de Fagne Singbe. Bien sûr que nous le savons. C'est-à-dire donc, ils ne sont pas venus pour l'intérêt du peuple togolais. Mais non. L'ordonnancement du monde... Vous n'êtes pas trop pressé, là? Non. L'ordonnancement du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est que les chefs d'État, ce qu'on appelle les chefs d'État, encore qu'en Afrique, il n'y a même pas d'État, pour parler de chefs, ce sont des continuités. Ce sont des gens qui continuent le gouvernorat colonial. Ces gens-là se soutiennent entre eux parce leur pouvoir ne repose pas sur la légitimité démocratique. Le peuple n'est pas l'institution qui leur a dévolu le pouvoir. Leur pouvoir vient souvent de l'adoubement de la puissance coloniale. Donc, ces gens-là constituent un syndicat qui défend les intérêts de l'un et de l'autre. D'accord. Lorsque ils se retrouvent en difficulté en face de leur peuple. D'accord. Donc, c'est la logique du système. Et pour ça, il faut même pas... Moi, je dis simplement que nous n'avons pas le temps aujourd'hui à consacrer à ce type de discussion. Que des syndicalistes dictatoriaux arrivent pour soutenir un des leurs au Togo, ça, c'est un fait. On doit le constater. Mais simplement, ce qui nous intéresse... Ils ne sont pas encore là. Oui, mais ils vont venir. Vous les jugez d'avance. On sait qu'ils soutiennent Fagne Singbe, c'est clair, c'est la logique du système. Donc, ce qui convient de faire aujourd'hui, c'est simplement de ne pas focaliser l'énergie du peuple sur ce type de sujet. Ce qui nous intéresse, c'est de renforcer, encore une fois, la capacité opérationnelle, insurrectionnelle et révolutionnaire de notre peuple. C'est tout. C'est ça le devoir. C'est ça le devoir qui nous attend. D'accord. On va voir ce que pense également Aferi Johnson depuis les États-Unis. Aferi Johnson, on annonce 5 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine pour tenter de régler la crise togolaise. Est-ce que vous y croyez que ces assises-là pourraient être menées dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise? Aferi Johnson. Oui, Sylvain Amos, auditeur de Canal K. 5 chefs d'État sollicités par le secrétaire général de l'ONU pour venir au secours du peuple togolais, c'est tout à fait normal. Ils viennent au secours d'un peuple frère, un peuple voisin, un peuple ami. Et moi, je pars de 2 petites observations. Bon, tous ces chefs d'État sont issus d'une alternance dans leur pays respectif. Dans leur pays, le mandat est limité à 2, les élections sont à 2 tours. Très simple. Bon, voilà, le contraste, pour moi, c'est tous les chefs d'État de la CEDEAO. Et nous nous rappelons que la CEDEAO a pondu un communiqué, ou a signé un communiqué qui demande au régime d'organiser un référendum. Donc voilà déjà un contraste. Donc pour moi, la question que je me pose, c'est celle-ci. Est-ce que ces 5 chefs d'État vont arriver à Lomé pour demander au peuple togolais de prendre ou d'accepter moins que ce que leurs peuples respectifs ont? Ça, c'est la question. S'ils arrivent au Togo et qu'ils manifestent ou ils expriment ce désir
de pousser le peuple togolais à accepter moins que ce qu'ils servent eux-mêmes à leur population, nous leur dirons tout simplement merci, nous leur dirons non et nous continuerons notre révolution. C'est tout simple, vraiment simple pour moi. Donc, Affaire Johnson, comme là, Rodrigue Pogli parle de révolution, vous aussi vous parlez de révolution. Comment Rodrigue Pogli, j'ai envie de vous poser la question. Il y a aussi l'opposant Nicolas Lawson qui parle souvent de révolution. Le Togo est prêt pour une révolution? Alors, chaque peuple, à un moment donné de son histoire, de son parcours historique, décide de s'assumer ou de ne pas s'assumer. Je pense que le peuple togolais essaye, depuis de longues années, de se montrer capable de s'assumer, mais la réalité est que nous avons en face de nous un pouvoir qui utilise massivement la violence, et c'est cette violence-là qui empêche le peuple de s'exprimer jusqu'au bout. Mais maintenant, et c'est tout l'intérêt de la phase historique actuelle, maintenant le peuple doit, ou bien nous qui sommes les faiseurs d'opinion, nous qui voulons être des leaders pour ce peuple-là, nous devons essayer de renforcer la capacité de résistance, de mobilisation, d'organisation, de structuration de la marche révolutionnaire de notre peuple. C'est ça qui est le défi. Il y a un auditeur qui nous parle sur Facebook, disait il faut qu'on s'organise chaque quartier par quartier, chaque famille par famille, des amis entre vous, des villages entre vous, comme voilà, ce n'est pas pour faire de la publicité à Tikpi, à Tada, mais il disait, voilà, entre les thèmes, il faut beaucoup parler, il parle beaucoup aux thèmes, il faut que les Mina le font, il faut que les Wachi le font, il faut que les Angolans le font. Je ne pense pas que ce soit, le problème ne se pose pas en ces thèmes-là. On ne doit pas parler aux populations, à notre peuple par quartier. C'est pas par affinité ethnique qu'on doit raisonner. Il faut raisonner global. La révolution est une donnée globale. Non, mais lui, il pensait par une stratégie d'aller de petits coups, par petits groupes, ça pourrait, à la fin... Disons qu'en termes de stratégie et de tactique, ça, c'est pas des choses qu'on peut énumérer ici, mais je pense qu'il y a des voies et moyens pour renforcer la capacité insurrectionnelle, révolutionnaire, organisationnelle de notre peuple. Et ces voies-là existent. Maintenant, reste à savoir si nous sommes capables de coordonner nos efforts pour pouvoir effectivement pousser le peuple à la fois à structurer le mouvement, à s'organiser, à résister à la violence, parce que le défi majeur d'une révolution, c'est la capacité des masses populaires à résister à la violence. Et une fois que on résiste à la violence, c'est fini. C'est parce que c'est la violence est le dernier refuge de la tyrannie. Voilà. Et avec Johnson, je vous relance sur cette question également. L'opposition qui refuse de rencontrer l'OIF, donc Jean-Pierre Fabre l'a dit, qui ne fait plus confiance à la communauté internationale. Mais cette fois-ci, c'est l'opposition, la dynamique de l'opposition, y compris le PNP, qui refuse de rencontrer l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Erreur stratégique ou pure détermination à en découdre avec le pouvoir en place par la rue. Affaire Johnson. Oui, Sylvain. Je crois qu'il faut quand même faire la nuance entre refuser de rencontrer l'OIF et refuser de rencontrer la délégation de l'OIF. Je ne crois pas que l'opposition togolaise ait refusé de rencontrer l'OIF comme organisation, mais plutôt sa délégation de par sa composition. L'ex-ministre des Affaires étrangères du Niger, Madame Mindaoudou, elle a laissé des impressions négatives au Togo en 2005 qui malheureusement l'ont rattrapé 12 ans plus tard. Donc je crois que l'opposition togolaise rencontrerait volontiers une autre délégation de la francophonie. C'est juste parce que nous ne voulons plus de ces businessmen et women qui sont au service des organisations internationales et qui monnaient leur médiation contre espèces sonnantes et trébuchantes. On sait, tout le monde en a un souvenir amer du passage de cette dame à Lomé en 2005. Donc je crois que si aujourd'hui l'opposition s'en méfie, elle a tout à fait raison. Et donc, l'opposition se méfie. Rodrigue Pogli, est-ce une bonne stratégie maintenant que l'opposition, dans son ensemble, en bloc, refuse de rencontrer la délégation de l'OIF? Alors, il faut dire ceci.
Tout d'abord, le passif très lourd de l'OIF qui pèse une organisation internationale de la francophonie qui a toujours validé des fraudes électorales de ses adeptes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si l'opposition refuse de rencontrer la francophonie, je pense que ce refus-là doit être mis sur le compte d'une radicalisation justifiée. Parce que j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire? C'est justifié parce qu'il y a un passif. C'est-à-dire que l'OIF a toujours soutenu la dictature au Togo et ailleurs. Je parlais tout à l'heure de logique de système. Les organisations internationales... On se rappelle, en 2015, on disait que le fichier électoral n'était pas fiable, mais consensuel. Oui, mais je pense que les Togolais et les Africains se focalisent trop sur ces institutions dites internationales qui défendent des intérêts bien compris. Et donc, je pense qu'à un moment donné, quand un peuple veut évoluer, il doit s'affranchir de toutes les tutelles. Les tutelles dites internationales. Les organisations internationales ne sont pas là pour aider les peuples à se relever de la domination. Bien au contraire. C'est pour ça que moi, personnellement, ce type de débat ne m'intéresse pas. Je ne me focalise pas sur les institutions internationales. Il y a toute une documentation sur les institutions internationales et leur rôle dans le pourrissement de la vie au peuple du tiers-monde. Donc, fermons cette page-là et disons simplement que si l'opposition togolaise refuse de rencontrer l'OIF, pour moi, ce refus-là doit être mis sur le compte d'une radicalisation justifiée. Donc, et la francophonie... Une question directe. Je vais terminer. La francophonie est un cancer linguistique et un virus politique. Elle pollue et tue tout organisme qu'elle pénètre. Donc, il faut savoir dans quelle logique on est. Si on est dans une logique réformiste, de discussion, de dialogue avec une tyrannie qui a capté le pouvoir dans le sang, dans la violence et qui se maintient par la violence, la ruse, la corruption, en ce moment-là, oui, on peut discuter avec ces organisations qui accompagnent cette tyrannie-là. Mais si on est dans une logique de réappropriation du peuple, de son pouvoir originel, eh bien, on doit s'affranchir de toute cette tutelle. Donc, pour vous, l'opposition a bien fait de ne pas rencontrer la délégation de l'UEF. Absolument. Donc, c'est une bonne stratégie. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas laisser le peuple togolais se divertir, être diverti par des soi-disant organisations internationales qui, historiquement, ont prouvé leur rôle aux côtés de toutes les dictatures. Donc, sur qui compte alors l'opposition? L'opposition doit, à mon avis, doit se contenter de structurer la marche du peuple, de renforcer la capacité insurrectionnelle du peuple. C'est tout. C'est ça son devoir. Il n'y a pas d'autre devoir aujourd'hui qui soit le nôtre. Il faut simplement qu'on structure la marche de notre peuple, qu'on l'organise, qu'on définisse un agenda stratégique clair, qu'on planifie stratégiquement et qu'on déploie les tactiques qu'il faut pour pouvoir arriver à rééquilibrer les rapports de force et les faire pencher aux côtés de notre peuple. Parce que la tyrannie ne naît et ne survit dans un pays que lorsque cette tyrannie est arrivée à déséquilibrer, je dirais, l'équilibre des rapports de force dans le pays. Voilà. Donc aujourd'hui, notre devoir, c'est de rééquilibrer les rapports de force et même à les faire pencher du côté de notre peuple pour que le peuple puisse reprendre le dessus. On va encore parler un petit peu, avant de relancer à Félix Johnson depuis les États-Unis, on va encore parler un peu de la stratégie, même au niveau du peuple togolais ou de l'opposition. Tantôt, vous parlez de revoir comment former la population face à se défendre face à une violence. Souvent, on voit au Togo que ce sont les militaires qui font partie du peuple, qui tirent à bout portant sur les manifestants. Alors, la rue n'est pas nouveau pour les Togolais qui combattent ce régime depuis plus de 25 ans. Et là, face à cette situation, pour certains Togolais, les manifestations vont bientôt s'essouffler. Alors, y a-t-il, selon vous, un risque d'essoufflement? Non, absolument non. Ces gens-là se trompent parce que, encore une fois, c'est la marche de l'histoire. Ce sont les lois de l'histoire. Il est clair que la tyrannie appelle la révolution et la tyrannie appelle l'insurrection et non des réformes. On ne réforme pas une tyrannie. On ne réforme pas ses fers.
un peuple se lève, brise ses fers et se met en mouvement. C'est ça l'histoire. Donc, je pense que ceux qui pensent que le peuple togolais va s'essouffler se trompent. Oui, il peut y avoir des moments d'essoufflement momentané. On vient d'interdire les manifestations. Voilà, mais ça ne va pas empêcher le peuple togolais de continuer sa marche. L'opposition a annoncé malgré tout les 18 et 19 octobre prochains. L'opposition maintient ces manifestations à coup sûr. Le pouvoir ne va pas se laisser faire. Vous parlez de tyrannie. Bien sûr. On va faire sortir les militaires dans les rues. Bien sûr, je pense qu'on en est conscient. Le peuple togolais est conscient de ce qu'est la réalité de ce pouvoir-là. Et c'est pour ça que notre devoir, c'est, dans le contexte actuel, de structurer le mouvement, d'organiser la marche du peuple vers sa libération, d'élaborer des plans, A, B, C, D, etc., en fonction des circonstances qu'on rencontre. Parce que c'est une sorte de guerre. C'est la guerre. Parce que le pouvoir qui est en face de nous a déclaré la guerre. Ce n'est pas le peuple togolais qui a déclaré la guerre au pouvoir. C'est pour ça qu'il faut structurer les choses. Définir le rôle des Togolais, le rôle des Togolais de l'étranger. Citoyens. Le rôle des Togolais de l'étranger est très important dans cette phase historique. On va en parler tout à l'heure. La diaspora doit assumer ses responsabilités. Et ces responsabilités sont immenses. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est d'orienter les manifestations vers des cibles précises incarnant le système. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je comprends qu'on veuille bien, pour éviter les massacres, conduire le peuple vers... À l'abattoir. Pas à l'abattoir, mais vers des places, par exemple... Il y a des opposants qui le disent. Oui, par exemple, à Décon ou d'autres endroits, mais les cibles réelles, quand on veut mener une réelle lutte contre une tyrannie, c'est pas d'aller à Décon. Il faut saisir les endroits du pouvoir. On nous dira, Rodrigue Poglet, pourquoi vous êtes en Suisse, pourquoi vous ne descendez pas sur le terrain? Oui, alors... À cette question, je répondrai simplement que j'ai eu mon parcours. J'ai eu mon parcours, je me suis retrouvé aujourd'hui en Suisse. Ce n'est pas pour autant que je suis illégitime à penser le bien-être de mon peuple et de mon pays. Même de et loin, depuis ici, même de très loin, vous pouvez organiser. Depuis ici, je continue de travailler dans l'intérêt bien compris de notre peuple. Voilà. Et je pense que notre rêve, ce n'est même pas un rêve, notre devoir, c'est d'aider autant que faire se peut, aussi loin que nous soyons, notre peuple, à assumer ses responsabilités devant l'histoire. Et je pense que nous inscrivons clairement dans la dynamique historique de notre peuple. Affaire Johnson, vous qui parlez également de révolution, d'insurrection populaire, alors la rue a été longtemps la stratégie de l'opposition. La rue n'est pas nouveau pour les Togolais et face à ces situations. Et certains Togolais pensent qu'il y a risque d'essoufflement. Que répondez-vous, Affaire Johnson? Ah oui, Sylvain Amos. Et tout ce qui a jamais été obtenu au Togo comme avancée démocratique l'a été par la rue. Ça, c'est un fait. Voilà. Maintenant, depuis 2005 que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir dans une mare de sang des Togolais, il a été épargné par des contestations de l'envergure de ce qui se passe actuellement. Voilà. Maintenant, le président, c'est quoi? On ne voit aucun signe d'essoufflement de la population. Ça, c'est numéro 1. Et pour une première fois au Togo, nous avons une opposition qui est unie et qui est disciplinée. Nous avons aussi une diaspora qui est debout et qui est prête. Donc voilà, les réseaux sociaux qui n'existaient pas avant, je parle de Facebook, je parle de WhatsApp et Telegram et tout, qui sont utilisés à 100% par les Togolais et qui obligent même le gouvernement togolais à couper la connexion Internet pendant des jours au pays pour priver les citoyens d'informations. Donc, avec tout cela couplé avec le climat social délétère qui reste dans le pays et ce régime qui commence par multiplier les erreurs interdisant les marches, les jours ouvrables, les jours non ouvrables, je crois que cette fois-ci, le peuple tient le bon bout. Le peuple tient vraiment le bon bout. Le flux est mûr, ce régime dictatorial va tomber. D'accord. Il va tomber. Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? Que viennent les tyrans, ton cœur soupir vers la liberté. Voilà ce que notre hymne national nous dit. Et actuellement, le Togo est debout et le Togo lutte sans défaillance. Nous vaincrons dans la dignité.
Ça, je vous le promets, nous allons vaincre ce régime dans la dignité. Personne ne va s'essouffler. Nous allons battre le pavé jusqu'à ce qu'il s'en aille. D'accord. Les Togolais l'ont démontré encore une fois ce samedi à Strasbourg, même aux États-Unis. Il y a toujours la mobilisation, mais comme l'a dit aussi, et comme beaucoup de Togolais l'ont dit, beaucoup de leaders de l'opinion l'ont dit, maintenant, la mobilisation, il faut passer à l'acte. Eh bien, Rodrigue Pogli, certains observateurs nationaux et internationaux soutiennent que l'opposition est dans l'illégalité. Le mot, il faut que je prononce ça encore une fois, l'illégalité. Donc, on pense que l'opposition est dans l'illégalité totale de demander à Faure Gnassingbé de partir par la rue alors qu'il est encore en plein mandat. Votre réaction, Rodrigue? Ceux qui combattent l'illégalité ne peuvent pas être dans l'illégalité. C'est ce qui se dit. Oui. Sauf que, je me répète. Le mandat de Faure Gnassingbé, c'est jusqu'en 2020. Oui, je me répète. Pourquoi vous le forcez à démissionner voilà. Très bien, je me répète. Ceux qui combattent l'illégalité ne peuvent pas être dans l'illégalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Faure Gnassingbé a capté illégalement et illégitimement le pouvoir en 2005. Dans quel sens? Pour nos panafricains, les Togolais il a commis 3 coups d'État. Un coup d'État constitutionnel, militaire et électoral. À la mort de son père, nous savons dans quelles conditions Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, en toilettant, en modifiant complètement la Constitution. Et après, les militaires, quand le peuple s'est levé contre ça, l'armée a tiré sur la population. Après, il y a eu les élections très contestées. Faure Gnassingbé n'a jamais été élu. Nous étions sur le terrain. Nous avions collecté les résultats. Et nous savions que Faure Gnassingbé n'a jamais gagné les élections au Togo. Le régime RPT n'a jamais gagné des élections au Togo. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils font... leur outil essentiel, c'est la violence. Voilà. Donc, ceux qui combattent l'illégalité ne peuvent pas être dans l'illégalité. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Faure Gnassingbé se maintenant au pouvoir par des fraudes électorales répétées, par la violence, par la corruption et la ruse, il est tout à fait clair que ceux qui s'opposent à lui sont plutôt du côté de la loi et de la légalité. Voilà. Affaire Johnson, donc des diplomates, et ceux qui se disent diplomatie, tout ça là, disent que l'opposition est dans l'illégalité de demander à Faure de démissionner ou bien faire partie Faure Gnassingbé par la rue. Votre réaction, Affaire Johnson? Oui, Sylvain. Comment en est-on arrivé à demander le départ pur et simple de Faure Gnassingbé du pouvoir? Voilà la question qu'il faut se poser. Justement. Il a promis de faire des réformes, 2 mandats, 2 tours aux élections depuis plus de 10 ans. Et il a pris le temps pour utiliser tous les subterfuges et tous les tours dans le chapeau du magicien pour tromper le peuple, rouler le peuple dans la farine. Maintenant, le peuple n'a plus aucune confiance en lui pour tenir des engagements. C'est pourquoi sa démission devient une obligation pour avancer dans le sens des réformes et de l'alternance. 12 ans, c'est trop pour faire juste des réformes. On n'en veut plus. On ne veut plus des réformes, on veut notre constitution de 92, on veut que la loi s'applique immédiatement et que Faure Gnassingbé déguerpisse. On n'en veut plus. Ce régime, on en a marre et il doit partir. D'accord. Eh bien, comment Pogli vous voulez rebondir sur ce que... C'est qu'il est clair qu'il y a un contentieux vieux de 50 ans entre le peuple togolais et ses gouvernants, depuis 50 ans. Ce contentieux-là, à un moment donné de l'histoire, il doit être soldé. Et c'est ça, maintenant, que le peuple est en train de faire. Moi, je ne veux pas trop m'attarder sur des raisonnements, genre, réforme ou pas, Faure qui doit faire des réformes. Non. Il y a un contentieux entre le peuple togolais et le régime en place depuis 50 ans. Et ce contentieux-là, c'est le moment. C'est le moment où le peuple est en train de vouloir solder ce contentieux-là. Il y a toute une série de faits qui font que ce régime est disqualifié depuis longtemps. Les assassinats, les crimes économiques, le viol, la corruption, la ruse, les répressions énormes, immenses. D'accord. Toutes les violations des droits humains, la dignité humaine, la dignité du peuple bafouée, les crimes économiques, tout ça, à un moment donné de l'histoire, ces crimes-là doivent être
discuté et soldé. Donc aujourd'hui, c'est dans la logique de l'histoire qu'à un moment donné, le pouvoir illégitime, violent, corrompu, nu, se confronte à sa propre réalité qui est qu'il n'a pas le soutien du peuple et le peuple est debout maintenant. D'accord. Tout notre devoir, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est de renforcer la capacité opérationnelle de notre peuple. Je crois même que c'est un mythe de penser que l'armée togolaise soit unie à ce point-là, de sorte qu'on ne puisse jamais avoir des gens de cette armée qui soutiennent la cause du peuple. D'accord. Maintenant, il est clair que ceux qui détiennent le commandement dans l'armée togolaise sont quasiment de la famille de Gnassingbé. Mais il y a, je dis bien, qu'il y a des gens dans cette armée qui soutiennent le peuple togolais. Parlons justement de l'armée. Encore une fois, il faut savoir utiliser toutes les faiblesses de la dictature. D'accord. On va parler un petit peu... Et elle en a. D'accord, tout à fait. On va parler un petit peu de la stratégie de Faure Gnassingbé, qui ne se voit pas pour le moment. Il y a un auditeur qui nous a attiré l'attention la semaine dernière. Le schéma de Faure Gnassingbé, il y a la démocratie au Togo. Nous laissons l'opposition manifester tous les jours. Maintenant, on vient d'interdire les manifestations en jour ouvrable. Avant, on disait, vous manifestez tant que vous voulez, tous les jours. Ne réprimez pas. Voilà, on cache un peu la répression au nord du Togo, à Mango, à Lomé, ne les réprimez pas. On montre à l'opinion internationale qu'il y a la démocratie au Togo. Mais alors, face à cette situation, quel doit être le rôle du citoyen togolais? Le citoyen togolais, il doit être à la fois dans une logique de dénonciation des faits commis, des faits graves commis par le régime en place, mais surtout, il doit être dans une logique d'organisation. Moi, j'insiste là-dessus, parce que sans l'organisation, on ne peut rien faire. Puisque l'organisation sur le plan international, on voit que le Togo est dans une démocratie, on vous laisse manifester, ça, c'est l'apparence on ne réprime pas. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que le régime, on l'a dit tout à l'heure, utilise la ruse et la violence. C'est les deux composantes de son existence. Et à chaque fois que besoin en est, il utilise la violence et ses dérivés. Et si l'occasion s'y prête, c'est la ruse et ses dérivés et ses déclinaisons. Donc, je pense que nous devons être dans la compréhension. On doit comprendre. On doit chercher à comprendre le régime, c'est-à-dire comment il se structure, comment il fonctionne, comment il utilise les armes de la propagande, les armes de la communication, du verbe à faible intensité pour camoufler le gant de velours qui cache la main de fer. On doit pouvoir dénoncer et montrer tout ça. On doit être dans l'explication, dans la pédagogie. Mais on doit aussi être dans la logique d'organisation. Parce que ce qui compte en définitive, c'est l'efficacité de la contestation populaire. C'est que cette contestation populaire doit produire un résultat. Et pour qu'elle produise un résultat, il faudra que les Togolais mobilisent leur énergie sur l'essentiel. L'essentiel, c'est comment renforcer la capacité de nos peuples face à une tyrannie qui utilise le ressort de la propagande et de la violence quand la situation lui impose d'utiliser l'un ou l'autre des moyens. Affaire Johnson, vous êtes en direct avec nous depuis les États-Unis. Et Komla Pogli, vous êtes secrétaire général du MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, porte-parole de la communauté togolaise en Suisse. Eh bien, affaire Johnson, on a parlé de la rue, on a parlé également des répressions. Et face maintenant à cette situation, on dit que maintenant, peuple togolais, ta flamme de mobilisation rallumée ne doit plus en aucun cas se teindre. Alors, comment s'organiser? Aujourd'hui, il l'a dit, organisons-nous. Mais dans la diaspora, sans langue de bois, on voit qu'il manque d'organisation. Et qu'est-ce que vous avez à dire à tous les mouvements qui se sont constitués ici même dans la diaspora? Comment nous organiser avec Johnson? Oui, Sylvain. Je crois que le problème qui se pose actuellement dans la diaspora est très simple. C'est-à-dire, pendant longtemps,
nous avons cru que ce régime allait partir. Donc les gens sont toujours dans cet état dubitatif quant à la possibilité que ce régime s'en aille. Donc c'est pourquoi ils sont timidement engagés dans cette lutte. Voilà, c'est à nous de leur dire que cette fois-ci, nous tenons le bon bout et que nous avons besoin de tout le monde pour que ce régime s'en aille une fois pour de bon. Enfin, je ne voudrais pas vous interrompre, mais il y a aussi une question très importante. Voilà, il y a des Togolais qui ont la conviction depuis des années. Il y en a ceux qui sont découragés, désabusés, ils veulent plus s'en mêler de la vie politique au Togo. Maintenant, qu'un vent nouveau, entre guillemets, est venu donner encore une ferveur à cette mobilisation, ces Togolais disent que pendant 2 ou 3 ou 4 jours, Faure Gnassingbé doit partir. Et maintenant, Faure Gnassingbé ne part pas, ils sont encore découragés. Quel est votre mot à l'endroit de ces Togolais-là? Voilà, la lutte contre une dictature de 50 ans, c'est une montagne que nous grimpons. Et quelquefois, nous allons avoir des ratés et nous allons redescendre de quelques mètres. Mais l'essentiel, c'est de poursuivre notre ascension vers notre liberté. Voilà, ce peuple ne peut plus reculer. Nous n'avons plus aucune option. Nous allons aller au sommet de la montagne. Et le sommet de la montagne, c'est le déguerpissement du régime de Gnassingbé. Donc, si par le passé nous avons échoué, si par le passé nous avons eu des déceptions, maintenant il faut y croire. Il faut que tout le monde amène un doigt pour boucher les trous de la vase. Et quand nous serons unis, comme notre opposition l'est maintenant, et quand nous allons supporter les actions qui sont engagées dans la diaspora, quand nous allons cotiser, quand nous allons mettre les moyens au niveau de la population, cette population va réaliser le miracle dont nous avons tous rêvé un jour. Et ce miracle, c'est la fin de la dictature dans notre pays. Donc, on vous parle d'organisation, même au niveau financier. Comment vous dites progrès, on va revenir un petit peu sur le silence de Faure Gnassingbé. Et là, ce silence, il y a beaucoup de Togolais qui ne le comprennent pas. Comment vous comprenez le silence de Faure Gnassingbé? Alors, avant de répondre à cette question, permettez que je retourne un peu à la question précédente, qui porte sur le rôle de la diaspora. Je pense que les Togolais de l'étranger doivent tout d'abord sentir le besoin, la nécessité d'appartenir à un peuple, à un pays qui est en souffrance. C'est d'abord ça, parce que c'est de ça que découlent les engagements. Si vous ne sentez pas la douleur de nos peuples, si les gens sont ici, parce qu'ils ont un travail, ils ont un petit bien-être, un petit confort, et ils se satisfont de ça, non, effectivement, ces gens-là ne peuvent pas se sentir concernés par... On doit se sentir tous concernés. Exactement. Donc, la diaspora, les Togolais de l'étranger, doivent d'abord ressentir la douleur du peuple togolais qui est resté là-bas au pays, dans sa chair. Il faut d'abord ça. C'est ça qui détermine. Depuis un moment, on le sent, la diaspora est réveillée. Oui, maintenant... Il y a une mobilisation. Il faut réorganiser. Maintenant qu'il y a un réveil, il faut structurer. Structurer, ensuite organiser, donner des responsabilités à un certain nombre de personnes et ensuite fournir les moyens à la fois intellectuels, spirituels, financiers à notre peuple qui en a besoin aujourd'hui. Et par notre exemple, par l'exemple de la mobilisation de la diaspora, on peut aussi encourager moralement les gens qui sont sur le terrain en train d'affronter les balles à notre place. Et je rappelle que une des revendications de la contestation actuelle, c'est le vote de la diaspora. Tout à fait. Donc, quand les gens se font massacrer pour que la diaspora, pour que les Togolais de l'étranger puissent voter, je ne crois pas que ce soit de bon ton, que les Togolais, justement, de l'étranger se disent découragés, se disent désabusés. Non, non. Donc, il faut qu'on s'organise. Et dans cette logique-là, la manifestation de Paris, je peux me permettre de le dire ici, a accouché d'une résolution. Et la résolution est qu'on est en train de constituer une caravane gloutonne, intitulée caravane gloutonne de la résistance togolaise, qui va sillonner tous les pays de l'Europe et de l'Amérique, et même de l'Afrique, où on va essayer de structurer, d'organiser les diasporas. Partout où les Togolais sont, ils doivent se rassembler, taire les divergences
surtout les querelles interpersonnelles de bas étage qui nous minent souvent. Et ensuite, désigner des responsables, se réunir autour de ces responsables-là, réfléchir ensemble, parce qu'il ne suffit pas, il ne s'agit pas simplement de raisonner sur la chute du régime, il faut aussi réfléchir sur ce qu'on va mettre à la place de ce régime-là. Donc ça c'est des choses qui nous attendent concrètement. Maintenant, en ce qui concerne le silence de Faure Gnassingbé, il faut dire simplement que Faure Gnassingbé méprise et clairement déteste le peuple togolais. Le fondement de son pouvoir n'étant pas le peuple, il n'en a rien à foutre, pour parler clairement. Alors, par conséquent, il ne se sent, il ne sent aucun besoin de lui parler. Et à la vérité, le peuple togolais, les Togolais n'attendent pas du tyran sa parole. On n'attend pas que Faure Gnassingbé parle. Ce qu'on lui demande, c'est de rendre le pouvoir au peuple togolais. Et s'il n'a pas suffisamment d'intelligence, et s'il n'a pas suffisamment de recul historique pour voir que dans l'histoire de l'humanité, aucune tyrannie n'a vaincu un peuple, eh bien, s'il s'accroche au pouvoir, à un moment donné, le peuple togolais assumera ses responsabilités. Je crois qu'il est déjà en train d'arriver à ça. Et nous devons pousser très fort pour que le peuple togolais puisse effectivement prendre ses responsabilités et briser ses fers pour essayer de reconstruire le pays sur d'autres valeurs qui sont les valeurs purement africaines, tout en tenant compte de notre parcours historique dans le monde. On va résumer cette émission et Affaire Johnson. Donc, pendant que le peuple togolais se bat pour sa liberté et pendant que des anciens chefs d'État soutiennent le peuple togolais, John Ginéré Ronis, Obasanjo, de grands chanteurs Tiken Fakoli et la béninoise Angélique Kidjo. On a écouté une chanson d'un Ivoirien dont j'oublie le nom déjà. Donc je pense que vous l'avez écouté, la chanson Rodrigue Pogli. Et ça fait Petit Odé. Donc lui, il rend gloire à Faure Gnassingbé. Donc Faure Gnassingbé, il est très fort, il est très intelligent. Là, voilà, face à cette crise, les chefs d'État, 5 chefs d'État sont annoncés au Togo pour encore un dialogue entre pouvoir de production. Le pouvoir refuse de rencontrer l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Alors, que direz-vous? Beaucoup de Togolais pensent qu'il y a un complot international contre le Togo. Que direz-vous à ce peuple togolais meurtri, soif de liberté, Affaire Johnson? Oui, Sylvain, rapidement, avant que je n'arrive à dire quelque chose au peuple. Vous avez 1 minute. Oui, à propos de Petit Yodé, je vais lui dire dans le français ivoirien, là, quand pays des chiens est gâté, là, c'est pas cochon qui va réparer ça. Ok, quand pays des chiens est gâté, c'est pas cochon qui va réparer ça. Bon, voilà pour Petit Yodé. Bon, voilà. Maintenant, au peuple togolais, je voudrais dire, peuple togolais, tu es seul dans ta lutte. Ne compte sur personne. Il n'y a que toi et ta diaspora qui peuvent libérer ta patrie. On n'attend rien des chefs d'État, on n'attend rien de l'ONU, on n'attend rien de la CEDEAO, on n'attend rien de l'Union africaine. On va faire face à notre destin et on va chasser Faure Gnassingbé et la minorité pieuse. Voilà tout ce que j'ai à dire au peuple. S'ils veulent nous forcer dans une guérilla urbaine, on va y aller. C'est vrai que le sang va couler dans ce pays, mais le sang a toujours coulé. Et pour une fois pour de bon, on va mettre fin à ça. L'armée togolaise qui ne sait pas rester dans sa caserne et qui se mêle de la vie politique du Togo et qui cause des dégâts, on est là, on va résister jusqu'au bout. D'accord, on est là, on va résister jusqu'au bout. Comme là, Rodrigue Pogli, je le disais, vous êtes le secrétaire général du MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, porte-parole de la communauté togolaise en Suisse. Quel est votre mot de fin dans cette émission? Alors, disons simplement que le peuple togolais doit faire face à son destin. Il n'a pas à attendre la libération de quelque institution que ce soit, de quelque chef d'État que ce soit, de quelque Deus ex machina que ce soit. Le peuple doit assumer sa responsabilité. L'esclave qui attend que le maître ait pitié de lui, c'est son problème. Voilà, et je pense que le peuple togolais l'a compris aujourd'hui. D'accord. Donc, nous, encore une fois, notre devoir dans la diaspora, c'est une fois qu'on a dit que Faure Gnassingbé doit partir,
Ça, c'est une déclaration que même un enfant de 2 ans peut dire. Maintenant, il faut se donner les moyens pour y arriver. C'est ça le défi. Il ne suffit pas de dire qui doit partir, Oui, il doit partir. Mais comment faire pour qu'il parte? Il faut y travailler. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est profiter de votre micro pour demander la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques, des gens qui sont détenus parce qu'ils ont marché. Et je pense particulièrement au docteur Kossi Sama, le secrétaire général du BNP, qui est détenu arbitrairement. Nous demandons simplement sa libération inconditionnelle et immédiate parce que le docteur Sama n'a rien fait, si ce n'est que d'exercer le droit de manifester, tout simplement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup également à Ferry Johnson, je le disais, c'est un activiste et politique. Et il a également un blog, donc il anime beaucoup de réflexions sur la libération au Togo et en Afrique. Merci beaucoup à Ferry Johnson. Et pour finir, nous allons retenir pour tous les panafricains, pour tous les Togolais, cette citation de Feu Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur